Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission intitulée Le Café littéraire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, un livre pratique, un livre d'utilité, je dirais, quotidienne. Et j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Nous allons donc en parler en long, en large et de travers et dans le détail sur quelle est la vocation de ce livre, quel est le public visé, quels sont en finalité les attraits de ce livre qui, je le précise, a mis quelques années à venir sur scène. Par conséquent, je reçois et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Kossi Serge. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors, merci. Un livre que je dirais quasi pratique, hein, Oui. qui répond à des interrogations qui relèvent du quotidien, hein, sur la question du mode d'emploi entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire avant que je vous pose des questions précises? Ok. Alors, c'est un livre qui a mis, comme vous l'avez bien dit dans l'introduction, quelques années à voir le jour. Et en fait, ça part de mon expérience personnelle. En fait, suite à une rupture avec mon ex-compagne, bon, c'est une longue histoire, je ne suis pas vraiment rentré dans les détails de cette rupture, mais le livre m'a inspiré. Enfin, cette histoire m'a inspiré ce livre. Parce qu'autour de moi, j'avais beaucoup de gens beaucoup de ruptures. Et après, j'ai essayé d'analyser pourquoi est-ce qu'on se met ensemble avec une certaine alchimie, avec une certaine histoire, un certain romantisme et autres. Tout ça pour finir en rupture, des fois avec bagarre, avec insultes et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y avait l'alchimie de l'attirance et la rupture? Pourquoi? Et c'est ça qui m'a amené à cette réflexion-là qui m'a amené à écrire ce livre. Et en toute modestie, je dis bien en toute modestie, je ne dis pas que c'est la solution, mais j'espère apporter un axe de réflexion, des outils au couple, que ce soit couple marié, que ce soit couple concubinage, que ce soit couple juste des amoureux qui ont envie de s'installer ensemble. Voilà, c'est même couple séparé. Voilà. J'essaie de donner un outil qui leur permet de, ok, ah oui, d'accord, on n'a pas fait ça, on ne s'est pas dit ça, ah oui, moi je suis resté trop rigide, ah oui, je suis resté trop souple, trop mou. Voilà, j'apporte cet axe de réflexion pour toute personne qui essaie de se mettre ensemble. Voilà. Alors, en page 67, sur le chapitre intitulé Le projet de vie, vous prenez exemple sur une personne qui voudrait vivre à Tombouctou et l'autre dans le pôle Nord. Donc on rejoint là la notion de projet de vie avec peut-être des axes ou des directions différentes. Quelle est selon vous la notion non pas universelle du projet de vie? On retrouve des projets professionnels, des projets de vie. Est-ce que nous sommes, oui ou non, d'accord au sein d'un couple sur la notion de projet? À quel moment est-ce qu'on se sépare sans le savoir de cette notion de projet de vie, si bien que l'un pourrait vouloir vivre à Tombouctou et l'autre dans le pôle Nord? Et comment vous l'analysez? En fait, ce que j'ai constaté, parce que je n'ai pas pris que mon expérience, parce que j'ai posé beaucoup de questions à tout mon entourage. Et je me suis rendu compte que quand une relation commence, elle est tellement belle, on est tellement euphorique qu'on occulte beaucoup de choses. Et ce n'est que quand on s'installe ensemble que maintenant on fait fi de l'apparence, il faut que je me montre le meilleur côté de moi pour me faire plaire. Et une fois qu'on est installé, là la vraie réalité ressort. Quand je suis enfant, j'ai mon parcours. Mon compagnon ou ma compagne a son parcours. Et ensuite,
les deux viennent se croiser. Mais chacun a eu son parcours, chacun a ses ambitions dans la vie. Mais quand on est en train de se draguer, quand on est en train de flirter ensemble, non, on ne parle pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'alchimie physique, hormonale, qui nous intéresse en premier. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est « il ne faut pas confondre tourisme et immigration ». Je vais en tourisme à Punta Cana. Ah, c'est beau, c'est merveilleux, je suis dans un hôtel 5 étoiles, c'est formidable, il y a la nourriture à volonté. Oui, mais je n'y vais que pour une semaine, 10 jours maximum. Donc je n'ai pas le temps de voir l'envers du décor. Je suis dans un hôtel 5 étoiles, tout est formidable. Par contre, si je vais pour y habiter, je vais sortir de mon hôtel. Et là, je vais voir ce qu'il y a autour. Je vais voir l'environnement réel, la vie réelle. Et c'est là le couple. Ah, le couple, c'est exactement ça. Mais justement, avant l'émission, vous parliez de... Vous évoquez différentes façons de vivre ensemble. Vous avez évoqué la question de couple séparé. Est-ce que la notion de couple séparé n'a pas été, au fur et à mesure du temps, été une solution pour ne pas nous mettre en exergue ou en contradiction cette notion que vous évoquez de nous avons chacun notre parcours, et c'est lorsque nous nous rencontrons, que nous vivons ensemble, que les problèmes peuvent éventuellement commencer. Est-ce que, pour vous, la notion de couple séparé, qui existe depuis 15, 20, 25 ans, où on ne prend en finalité que ce qui nous est, ce n'est pas péjoratif, mais ce qui nous est utile, ou en tout cas ce qui nous est le moins risqué. Il y a des couples qui ont fait justement cette analyse et qui se disent, moi, avoir quelqu'un à côté de moi en permanence, je ne pourrais pas. Je n'arriverai pas à supporter parce que j'aime ma liberté, j'aime mon espace, et donc ils ont choisi, ok, chacun vit de son côté, et quand on a besoin de se retrouver, on se retrouve. Quand on a fini de se retrouver, on se sépare. Quand je parle de séparation géographique, chacun habite de son côté, on se retrouve le temps d'un soir, le temps d'un dîner, le temps d'un week-end, et après ça, chacun repart de son côté. Ils savent, ou chacun sait. Je vais donner un exemple concret. J'ai mes habitudes. Un exemple qui est dans le livre. Hein. J'ai mes habitudes parce que je vivais seul. J'ai l'habitude d'acheter 7 yaourts. Et donc, chaque jour, j'en prends un. Le lendemain, j'en prends un autre. Le lendemain, j'en prends un autre. Mais si quelqu'un vient se greffer dans mon univers, comment est-ce que je vais pouvoir dire à la personne, sans la vexer, sans la frustrer, que, OK, le frigo, il y a une pomme par jour, il y a un yaourt par jour. Non, la personne ne le comprendra pas. Il faut que j'achète le double. Ouais, mais financièrement, est-ce que je suis capable d'acheter le double? Voilà, donc il y a déjà quelque chose qui vient interférer sur mes habitudes. Mais cette personne qui arrive chez moi, je ne lui ai pas dit quel est mon mode de fonctionnement, mon mode de vie. Cette personne a faim, elle ouvre le frigo, elle prend son yaourt. Ouais, je vais regarder. Mais bon, comme il y a cette alchimie qui est entre nous, je ne vais rien dire. Le problème, c'est que, voilà, il y a un compteur qui, clac, s'est enclenché, le compteur de la frustration que j'essaye d'éteindre parce que on vient de se mettre ensemble. Et puis, comme par hasard, elle a une deuxième faim, le même jour, elle prend un deuxième yaourt. Ben, ça fait 2 jours qu'elle me prive de 2 jours de yaourt. Est-ce que je suis capable de dire, ce n'est pas grave, ce n'est que du yaourt? Ou alors, est-ce que réellement ça aura enclenché un compteur de frustration qui aujourd'hui n'apparaîtra pas? Parce qu'il y a cette alchimie de la nouveauté. Par contre, dans 3, 4, 5 mois, 1 an, ce compteur-là qui s'est enclenché et que je n'ai pas traité, à un moment donné, quand on accumule les compteurs, à un moment donné, voilà. Mais vous allez jusqu'à parler de frustration. Ah oui. Ah, c'est...
ça crée de la frustration, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être financière, parce que moi j'ai calculé. Dans mon budget, je ne peux me permettre qu'un yaourt par jour, qu'une pomme par jour. Les sorties, ce n'est qu'un week-end par mois. Et encore, c'est plutôt McDo que Phuket. Mais voilà, parce que je suis en train de draguer, parce que je suis en train de flirter, parce que je suis en mode séduction. On laisse passer certaines choses qui nous reviennent plus tard? Des fois, on laisse passer parce qu'on a besoin d'attirer cette personne. Mais est-ce qu'on assume cette situation? Est-ce qu'on se projette à demain? On se projette dans le sens que, ah ouais, bon, elle a pris un yaourt, ben c'est juste, je vais me priver demain. Oui, mais je me prive aujourd'hui, je me prive après-demain, je me prive. Est-ce que c'est un compteur que j'enclenche? Ou est-ce que, ouais, non, bof, je zappe? Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Je ne sais pas si c'est une question qui viendra plus tard, mais il y a plusieurs catégories d'attitudes. Il y a celle que je peux changer, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seul. Il y a celle que je veux changer. Il y a celle où, waouh, c'est chaud. Bon, je vais essayer de changer. Et il y a celle qui, on monte, on descend, je ne changerai pas. Où est-ce qu'on se situe? Il y a moi, il y a l'autre personne en face. L'autre personne a exactement la même attitude, le même comportement. À quel moment on essaie de faire que tout ça s'emboîte? Et c'est à partir de ce moment que le décalage commence à se créer. Est-ce qu'il n'y a pas là une notion de psychosociologie dans l'analyse des groupes sociaux, et le couple est un groupe, est en soi un groupe social, sur l'accompagnement au changement? Est-ce que on est plus sur le pendant de la communication ou sur l'accompagnement au changement? Puisque d'après ce que vous dites, il y a forcément des habitudes qui devront changer, qui découlent de la vie de couple. Est-ce que la question d'accompagner le changement est une notion prégnante pour vous ou pas dans sa vie au quotidien? Est-ce que le changement, dans sa façon de vivre, l'exemple du yaourt, donc on doit peut-être acheter plus ou revoir son format de vie quotidien, est-ce que le couple pour vous se pose la question in fine de il va falloir qu'on soit accompagné ou qu'on accompagne ce changement? Est-ce que le couple est conscient de toutes ces réalités? J'ai justement ça. Je me suis rendu compte que non. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a cette réalité. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Tourisme, tout est beau. Donc quand je suis en train de flirter, quand je suis en train de draguer, quand je suis en train de convoiter, tout est beau. Un exemple très simple. Il vous est arrivé d'aller acheter une paire de chaussures, d'aller acheter un costume, d'aller acheter... Quand vous voyez votre paire de chaussures dans la vitrine, elle est très belle, j'ai besoin, j'ai envie, il me faut cette chaussure. Mais quand vous l'avez portée 2, 3, 4 fois, est-ce que l'envie que vous aviez au moment où vous voyez la chaussure dans la vitrine, est-ce qu'elle est la même 2 mois, 3 mois, 4 mois après? Non, parce que vous l'avez déjà consommée. Et une fois que je l'ai consommée, je me rends compte que l'idée que je me faisais du besoin que j'ai de cette chose, en réalité, ouais, bon, c'est bon, je l'ai, mais maintenant et ensuite? Est-ce que je suis capable de continuer à entretenir cette flamme-là de l'envie que j'avais avant la possession? Est-ce que je suis capable de continuer à l'entretenir? Sans faire de mauvais jeu de mots, oui. Là se pose la question a-t-on trouvé la chaussure à son pied? Donc, il y a pour vous donc
une envie ou en tout cas un besoin d'eux qui pourrait être en finalité temporaire au regard de la frustration qu'on pourrait avoir sur les conséquences d'une vie de couple. Est-ce que je dirais que c'est temporaire ou alors c'est normal et c'est naturel? Là se pose la question. Dans tous les cas, je me suis rendu compte que voilà, c'est une flamme. Cette flamme, à un moment donné, elle s'éteint. Je ne vais pas dire qu'elle s'éteint. Je dirais plutôt elle se décale. Au départ, c'est l'inaccessible. Donc l'inaccessible me donne un angle d'attaque qui est différent de quand je possède, qu'on m'excuse avec les termes, ma compagne, mon épouse, je ne la possède pas. Mais c'est quelque chose que je convoite. Mais une fois l'énergie que je dépense pour aller chercher cette chose, une fois que je l'ai, je n'ai plus besoin de cette énergie-là. Je dois avoir une autre énergie. Et c'est là, justement, que les couples, les personnes ne sont pas informées parce qu'on se focalise que sur l'objectif. Mais une fois que cet objectif est atteint, il se passe quoi? Est-ce qu'il est question de renouveler de manière permanente, non pas les désirs, mais en tout cas de renouveler de manière permanente les objectifs communs, oui, avec l'adaptation des moyens qui sont nécessaires et qui diffèrent du début? C'est pour ça que c'est justement ce type d'outil que j'essaye d'apporter au couple, homme ou femme. Il y a un moment où je dis, il faut déposer ses valises à la porte et faire le tri avant de franchir la porte. Monsieur a ses habitudes de vie, madame a ses habitudes de vie, madame a été éduquée en France, à Paris, monsieur a été éduqué en Afrique, au Congo. Ils n'ont pas du tout la même façon de voir la vie. Monsieur est né au Congo, au Bénin, au Cameroun, où vous voulez, a grandi là-bas. Madame est née en France, a grandi ici. Nous n'avons pas du tout la même façon de voir les choses. Nous n'avons pas du tout eu la même éducation. Très souvent, ce que je dis est valable aussi pour un couple 100% français, français de souche, français, ou voilà. Mais aujourd'hui, avec le brassage, avec l'ouverture, on voit beaucoup de couples mixtes. Mais comme je dis, c'est aussi valable pour un couple 100% africain, un couple 100% français, un couple 100% américain. Je ne peux pas avoir eu mon parcours, toi tu as eu ton parcours, et c'est exactement la même chose. Non, pas possible. Donc, j'ai ma valise, tu as ta valise, on ouvre la valise avant de franchir la porte. Ça je garde, ça je ne garde pas, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ok. Maintenant on fait le bilan. Qu'est-ce que tu as gardé? Il va pas rester grand-chose de la valise. Ben, parfois, est-ce que ce n'est pas ça justement qu'il faut pour construire une nouvelle vie? Et ne pas imposer, mais un yaourt par jour à la personne, ou dans l'autre sens, ne pas, moi j'en ai, on va être correct, j'en ai rien à faire de tes un yaourt par jour, j'ai faim, je vais prendre le yaourt. Si c'est fini, on va acheter un autre. Mais est-ce que nous pensons tous pareil? Est-ce que nous pensons tous comme ça? Est-ce que pour vous, il y a, pour une action identique, je dirais une façon de voir totalement différente entre l'homme et la femme? Par exemple, il est communément, entre parenthèses, acquis que un homme ne peut pas ouvrir, par exemple, comme on dit, plusieurs dossiers à la fois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas traiter de plusieurs choses à la fois. C'est comme ça. Par contre, la femme peut passer l'aspirateur, faire une soupe. Bon, c'est pas rébarbatif, elle est en mesure de faire plusieurs choses à la fois, ce que l'homme n'est pas capable de faire. Ce sont des études scientifiques qui l'ont démontré. Et par conséquent, est-ce que cette façon différente de percevoir les choses sur une même action
entre un homme et une femme, comment peut-on l'aménager? Comment c'est possible? J'aime bien cette question parce que c'est, en dehors de mon livre, c'est un débat que j'ai déjà eu à avoir avec des personnes où, tant qu'on n'aura pas compris cette chose, il y aura toujours des conflits entre un homme et une femme. Nos priorités ne sont pas du tout les mêmes. La femme a ses priorités qu'elle estime les plus importantes. L'homme a ses priorités qu'il estime aussi le plus important. Je prends un exemple concret. J'ai un bébé. Madame, elle va se préoccuper de la qualité du lait, de la qualité de la couche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où mon bébé il a bu, où elle a bu, mon bébé a une couche, mon bébé a un lit, j'ai monté le lit, que le lit soit bleu, vert, fluo ou autre, c'est un lit, le bébé dort. Madame, non. Elle veut le lit blanc, le drap rose, avec la petite lumière verte. Mais l'homme, lui, le bébé a un lit. Voilà. C'est ça qui importe pour... C'est ça qui est important pour... Un regard pratique. Voilà. Par exemple, la femme qui aurait une grande garde-robe et qui dirait à son mari je n'ai rien à me mettre. Et je pense là d'une base très précise. Hein. Qui dirait je n'ai rien à me mettre et l'homme avec son regard pratique il va dire elle a une grande garde-robe. Mais il faudrait le comprendre dans le sens où la femme dit je n'ai rien à me mettre selon mon humeur du jour. Voilà. Et donc cette différence énorme qu'il peut y avoir entre le regard, est-ce que vous donnez des exercices, je dirais entre parenthèses, des exercices pratiques sur non pas voir de la même manière, qui serait de l'assimilation pas forcément utile et pratique, mais une façon de communiquer et de comprendre l'autre avec des outils, tout du moins des outils qui soient communs. C'est ce que je dis justement dans le chapitre 2, la logique au féminin. Quelle page c'est la page 11. Oui. Donc c'est très tôt dans le livre, hein, la logique au féminin. Tant que l'homme n'aura pas compris, parce que on a l'impression que ce qui nous diffère entre l'homme et la femme, ce n'est que la poitrine, le sexe, mais non, tout nous diffère. Il y a le seul point commun, c'est que nous sommes des êtres humains, entre l'homme et la femme. C'est le seul point commun. Je suis un peu brutal en le disant, mais tant qu'on n'aura pas accepté ça, tant qu'on n'aura pas assimilé ça, que nous sommes totalement différents dans notre logique, dans notre point de vue, dans notre façon de voir les choses. Sur le même instant, madame peut avoir froid, moi je peux avoir chaud, alors que la température elle est exactement la même. Mais tant qu'on n'aura pas compris et accepté ça, nous aurons toujours des conflits. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui veut imposer son point de vue, son sentiment à l'autre. Mais si, selon moi, je sais que la femme ne pense pas comme moi, je n'ai plus à m'énerver sur cette chose-là. Ma femme m'envoie au supermarché, ok, achète-moi telle chose, mais elle va juste me dire, achète-moi un paquet de couches pour la petite. Ok. Moi j'arrive, ok, le paquet de couches. Ouf. Allez, je vais donner encore un exemple encore beaucoup plus concret. Les femmes ont leur période, périodiquement. Et un jour, mon épouse m'envoie au supermarché lui acheter ses serviettes hygiéniques. Pour elle, c'est normal. Oui, tu me prends ça. Moi, j'arrive et le ça, là, c'est noyé au milieu d'une vingtaine de références et autres. Waouh, je prends quoi? Et il y a une dame qui était à côté de moi
et qui était plié de rire parce que je ne comprenais rien du tout. C'est normal que je ne comprenne pas. Ce n'est pas mon monde à moi. Mais à partir du moment où je sais et j'accepte et je prends sur moi le fait que nous soyons différents, que nous n'avons pas le même regard sur les différentes choses, plutôt que de m'énerver sur le fait que, bon, je lui prends juste ça et puis ça ira. Non, je prends le temps de l'appeler, lui dire, ok, je ne comprends pas ce que je vois, je prends laquelle, ok, d'accord, ok. Mais ça va me demander de, plutôt que d'arriver et de faire 2 minutes devant le rayon, je vais prendre 10 minutes. Mais est-ce que 10 minutes vont me tuer? Est-ce que 10 minutes vont faire que je respire beaucoup moins bien qu'avant? Est-ce que 10 minutes vont me faire prendre 20 kilos? Voilà l'axe de réflexion dans lequel j'essaye d'amener les personnes pour comprendre que nous ne pensons pas, nous ne voyons pas les choses de la même façon. C'est valable dans l'autre sens. Ah oui, ce que je dis dans un sens, c'est valable. Donnez-nous un exemple sur l'autre sens. Je pratique du sport intensément à une période et mon épouse, elle, ne fait pas de sport. Mais elle ne comprend pas que j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Donc, elle, son sport à elle, c'est de faire le ménage. Attention, je ne suis pas en train de réduire la femme au ménage. Hein. Elle, son sport à elle, c'est de faire le ménage. Même si vous sortez du restaurant, il est 3 heures du matin, elle rentre à la maison, elle verra que ça, ce n'est pas rangé, à 3 heures du matin, elle va ranger. C'est sa priorité à elle. Moi, ma priorité à moi, c'est le sport. Elle ne comprend pas ça. Comment je peux passer autant de temps à faire du sport? Ou comment je peux passer autant de temps sur mon ordinateur? Elle ne comprend pas ça. Mais moi, j'ai besoin de ça pour me sentir exister, me sentir vivant, me sentir... Je vais illustrer encore, mélanger cette question et celle d'avant. L'être humain, c'est une question d'équilibre. Et malheureusement, beaucoup de gens pensent que l'équilibre, c'est aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle, demain, c'est à toi de faire la vaisselle. Aujourd'hui, j'ai fait la cuisine, demain, c'est à toi de faire la cuisine. L'équilibre, ce n'est pas ça. Et tant que les couples verront l'équilibre comme ça, ils auront des problèmes. L'équilibre, c'est aujourd'hui, tu as fait à manger, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis allé faire les courses. Ça, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, tu as fait le ménage, moi, j'ai monté le meuble. Ça, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, tu as changé l'enfant, moi, j'ai donné le biberon à l'enfant. Ça, c'est l'équilibre. Mais c'est pas, voilà, j'ai donné 3 fois le biberon à l'enfant, à toi aussi de donner 3 fois le biberon à l'enfant pour qu'il y ait équilibre. Non, ça ne marche pas comme ça. Tant qu'on fera cette comptabilité de cette manière, il n'y aura jamais l'équilibre. Et pour qu'il y ait équilibre, et quand vous essayez de voir statistiquement les couples qui ont 40 ans, 20 ans, 30, 50 ans de vie commune, vous verrez que ils appliquent cette notion de l'équilibre. Il n'y a pas de « tu as fait plus que moi, tu as fait moins que moi ». Non. Toi, tu as fait ça? Oui, moi, j'ai fait ça. On est dans l'équilibre. Tu as fait ça? Oui, moi, j'ai fait ça. Nous sommes dans l'équilibre. Oui, mais hier, j'ai acheté 200 € de courses. Toi, tu n'as fait que 50 € de courses. Oui, mais je suis venu te chercher au boulot. Voilà, j'ai fait quelque chose d'autre que toi, tu n'as pas fait. Toi, tu as fait quelque chose que moi, je n'ai pas fait. Équilibre. On entend très souvent d'ailleurs, je l'ai plus entendu des femmes que des hommes, c'est pas non plus un choix à délibérer, où la femme dit à l'homme, et ça arrive aussi dans l'autre sens, écoute, toi tu m'as connu comme ça. C'est-à-dire que j'étais comme ça avant, avant que nous soyons ensemble, et tu t'étonnes de ça après.
Donc là, est-ce qu'il n'y a pas là une notion d'écart entre, non pas la question d'équilibre, mais accepte-moi comme tu m'as accepté au premier jour. C'est-à-dire que tu savais, par exemple, je vais donner un exemple concret, quand tu m'as connu, je fumais. Et après, tu n'arrêtes pas de me reprocher alors que tu m'as connu, alors que je fumais. Comment, par exemple, accompagner, non pas, parce que là, pour le coup, il y a des données objectives, c'est un peu la différence entre la comptabilité et l'équilibre. Tu m'as connu comme ça et tu voudrais que je change. On revient là aussi sur la question du changement. Change comme moi, je voudrais que tu sois. Je fumais quand tu m'as connu et maintenant tu me le reproches. Comment on peut aborder ces problèmes de couple récurrents que je trouve moi dans mon environnement sur tu m'as connu comme ça? C'est bien ce que je disais au début. Il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Au début, quand on commence, tout est beau. Donc je peux passer sur plein de choses parce que j'ai besoin de te conquérir. Donc, le seuil de tolérance, on le bride, mais des fois même, il n'y a même plus. Alors que je ne supporte pas, ça me donne des boutons, mais comme je te convoite, j'accepte ça. Je suis dans l'acceptation voilà. haute. Par contre, à partir du moment où j'ai obtenu ce que je veux, je n'ai plus... Tout mon effort est concentré sur la conquête, aller obtenir ce que je veux. Mais une fois que je l'ai obtenu, il n'y a plus cette conquête, il n'y a plus cet effort. Donc maintenant, je me focalise sur tout ce qui... Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu. Tant qu'il y a des enjeux, ça va. Tant qu'il y a des enjeux, ça va. Et une fois que ça s'est passé, maintenant, là, je vois la réalité. Je vois tout ce qui est. Et un exemple aussi concret, tant que je vis chez moi et qu'on ne se voit que le week-end, allez, prenons dans ce sens. C'est madame qui vient chez monsieur. Monsieur sait que vendredi, madame va arriver à 20h, mais depuis le vendredi matin, il est en train de faire le ménage, astiquer partout pour que quand madame arrive, elle voit que la maison est propre. Par contre, ça c'est un effort qu'il fait pendant la phase de conquête. Une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut et que maintenant elle déménage chez lui, je n'ai plus besoin de faire cet effort juste pour la séduire. Donc, la réalité, la femme, elle voit la réalité. Il n'aime pas faire le ménage, donc la maison, elle était propre juste parce que je venais. Donc, il y a une notion de convaincre. Bien sûr. Et à un moment donné, il y a même aussi, je me reporte sur. De toute façon, il est là, il va faire. De toute façon, elle est là, elle va faire. Il y a aussi ça. Quand ça veut dire ça vient s'ajouter au fait que, allez, c'est bon, j'ai gagné, donc je n'ai plus besoin de faire cet effort. Donc ça, c'est 1. 2, il est là ou elle est là, donc elle va faire. 3, on est ensemble, donc ça ne peut pas la déranger. Mais le problème, c'est que les 2 valises, on ne les a pas déposées à l'entrée pour dire que je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, j'aime ça, oui, ça, je peux changer, ça, je peux faire un effort, ça, on monte, on descend, je ne changerai pas. On n'a pas fait ça. L'effort, vous dites effort de... Justement, est-ce que ça n'est pas compliqué que la notion de je vais faire l'effort de changer, parce que cette notion, elle revient très, très souvent dans les relations au sein d'un couple, où l'un va tenter de s'améliorer par rapport à l'autre. Mais est-ce que faire un effort, déjà, ce n'est pas un problème? La notion de faire un effort pour changer. Je vais vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que vous vous aimez? Oui, je m'aime. Alors, si vous vous aimez, vous allez tout faire pour que votre journée soit la mieux possible. Vous allez tout faire pour que votre quotidien soit le mieux possible. Vous allez tout faire pour que votre compagne soit le plus à l'aise possible. Mais je ne pourrais pas l'inscrire dans le temps. Parce que c'est un effort. Attendez. Si mon bonheur dépend de votre bonheur, je m'explique. Si je vous vois heureux,
ou heureuse, je suis heureux. D'accord? Donc, je vais tout faire pour que vous soyez heureuse. Je vais être un outil de votre bonheur. Mais pour ça, il faut s'aimer. Si je ne m'aime pas, je l'illustre encore autrement, pour ne pas que ça soit trop compliqué. J'ai horreur des disputes. Le problème, c'est que je ne range pas mes affaires et ça énerve ma compagne. Qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai horreur des disputes. Mais quand elle voit mon désordre, elle s'énerve. Qu'est-ce que je fais? Je range mon désordre. Parce que je m'aime, j'ai horreur des disputes. Mon bien-être est important. Mais il n'y a pas que ça. Le fait de ranger, ça ne l'énerve plus. Et elle est contente, elle est satisfaite. Mais si je ne m'aime pas, et attention, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils s'aiment, mais ils n'ont pas conscience, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. S'aimer, c'est tout faire pour que, comme je vous l'ai dit, ma journée se passe du mieux possible. Et ce n'est pas que valable dans le couple, c'est valable au travail. Je sors un peu du livre, je vois beaucoup de collègues qui arrivent au travail le matin avec un boudin. Ouais, de toute façon, ça ne me regarde pas, c'est le chef, ouais, tout ça. Ok. Je suis technicien dans l'automobile et dans la réparation automobile. Quand on se salit les mains, on va dans comment on appelle pour se laver les mains, on utilise du savon pour se laver les mains. Et un jour, je vois un collègue qui prend un gros paquet de savon et qui se lave, il y en a plein qui dégoulinent par terre, et puis je le vois, je lui fais la remarque. Et sa réaction, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui paye. Ok. Une personne fait ça, 2 personnes fait ça, 3 personnes fait ça, 4 personnes, et tout le garage fait ça. Est-ce qu'à la fin du mois, on arrive à comptabiliser combien ça coûte à la boîte ce gaspillage? Par contre, à la fin du mois, il sera le premier à se plaindre qu'il n'a pas eu de prime, il n'a pas eu... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais si je m'aime, bon, c'est peut-être pas pour ça que le patron il va m'augmenter, hein, mais si je m'aime, je vais tout faire pour que ma journée à moi se passe le mieux possible pour obtenir ce que je veux. Donc je vais tout faire pour ne pas frustrer mon patron, je vais tout faire pour ne pas frustrer ma femme ou mon mari, je vais tout faire pour ne pas frustrer mon enfant, je vais tout faire pour. Et si chacun fait la même chose, on arrive justement à la question que vous me dites, où, ben voilà, je ne rentre pas dans un conflit inutile. Donc cet effort, je ne le comptabiliserai pas comme un effort parce que justement c'est notre mode de vie, c'est mon principe de vie. Je m'aime tellement que je ne veux pas avoir à me battre, à me disputer, à m'énerver, à me frustrer. Et si chacun fait cet effort-là, ça ne deviendra plus un effort, ça deviendra... Pour vous, ça va rentrer dans ça va rentrer. Ben, tout à fait. Aujourd'hui, si je vous dis, OK, faites-moi 50 abdos, ça va être compliqué. Mais demain, ce sera un peu moins compliqué. Après-demain, encore un peu moins compliqué. Et dans 1 mois, dans 3 mois, ça deviendra totalement naturel. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un effort si je comprends bien la notion de « je m'aime ». Et que la personne en face applique la même règle, je m'aime, on va tout faire pour. Donc réduire les écarts. Voilà. Très bien. Ben écoutez, ça m'a fait un grand plaisir de vous recevoir et, pour un exercice pratique et puis qui se pose pour des milliards de personnes et au quotidien. Tout à fait. Alors, est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à cette caméra? Ok. Alors, ce que je peux vous dire, homme-femme, c'est acheter ce livre. Acheter ce livre, pourquoi? Parce que, voilà, comme je l'ai dit, il vous donne un axe de compréhension. Il vous montre, il vous explique qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme,
la différence qu'il y a entre un homme et la femme, ce n'est pas simplement mon physique. Non, c'est ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et une fois que je comprends cette chose, ben, je diminue les possibilités de désaccord. Voilà ce que l'outil que j'essaye de donner à tout le monde. Donc ce livre, il est disponible chez les éditions Sidney Laurent, que je remercie énormément de m'avoir fait confiance. Donc vous allez sur leur site internet, édition Sidney Laurent, vous tapez homme, femme, mode d'emploi. Il est aussi disponible à la FNAC, sur Amazon, sur Cultura et sur tous les autres sites libraires partenaires des éditions Sidney Laurent. Voilà ce que... Merci d'être venu. Et on espère avoir contribué de manière humble à la notion du mode d'emploi homme-femme. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous reprendrons cette émission de manière régulière sur un titre, un livre, une notion, une réflexion aussi, puisqu'il s'agit in fine de mettre en exergue, en évidence, et à partir d'une réflexion, des objets, des outils pratiques qui peuvent améliorer nos quotidiens dans l'ensemble des champs qui nous occupent et qui nous préoccupent tous les jours. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.